Een bloedvlekte handschoen en een testament die niemand wil lezen. Welkom in Veritas Obscurus. Ik ben euro gastheer Leon. Laten we deze mysterie leefhobbende gemeenschap vergroeten. Schrijf hieronder commentaar MIT-boegen vandaan kieks. Dien opmerkingen make deze reis onvergetelijk. Là we begin. C'était un après-midi tout à fait charmant dans le village de Little Ditring, un jour que les étés anglais offrent rarement sans contrepartie. Le ciel était d'un bleu impossible, parsemé de nuages qui semblaient peints plutôt que réels, et le doux bourdonnement des abeilles résonnait de rose en rose tandis que des dames en chapeau de paille et robes pastel s'activaient dans le parc de Greyston Hall. La garden party de Sir Geoffrey d'Anfort fut, comme toujours, l'événement de la saison. Cette année-là, l'événement avait pour attrait une œuvre caritative, collecter des fonds pour la restauration du toit de l'église Saint-Mildred. Le thé fut servi sur des plateaux d'argent, et des gâteaux véritables génoises Victoria et sandwichs aux concombres sans pépins furent offerts avec la solennité qui convenait. Les hommes portaient des vestes légères ou des costumes couleur crème, dont beaucoup n'avaient pas été portés depuis l'avant-guerre, et les mains gantées des femmes voletaient comme des papillons de nuit au-dessus des plateaux à biscuits et des tasses en porcelaine. À une petite table en fer forgé, près d'un parterre de digital en fleurs, Miss Marple était assise tranquillement, tricotant à la main. Elle portait un cardigan gris tourterelle qui mettait en valeur la douceur de son visage et la douceur de son attitude. Si quelqu'un remarquait la manière dont son regard bougeait, vif et sans hésitation, il n'en parlait pas. La plupart la connaissaient depuis des années comme la chère vieille de Saint-Marimide, qui semblait toujours apparaître juste avant ou après un événement innommable. Il y a eu des rires près de la pelouse de croquet, un verre de vin égaré qui est tombé dans l'herbe, puis un cri. Aigu et perçant. Pas théâtral, mais la note brute et involontaire de quelque chose de véritablement épouvantable. La foule s'écarta comme une vague qui s'éloigne du rivage. Debout, rigide, sous l'arche de glycine, Clarissa Van, la nièce de Sir Geoffrey, se tenait. Son chapeau était tombé de travers, et son visage pâle paraissait d'autant plus blanc sous son rouge à lèvres cramoisies. « Elle est morte » murmura Clarissa d'une voix rauque, les yeux écarquillés. « Oh mon Dieu, elle est morte !» Le pronom flottait dans l'air comme une brume avant le brouillard. Il y eut un silence stupéfait avant que quelqu'un, un valet de pied, un cousin, dont personne ne se souviendrait plus tard exactement, se précipite sous la tonnelle. Là, étendue avec une fermeté distinguée sur le banc en palissandre, gisait Madame Isobel Forsyth. Un gant pendait à sa main, un gant délicat et brodé en cuir de chevreau blanc. Une abeille planait à proximité, puis s'éloigna, comme si elle sentait le froid anormal. Miss Marple ne se leva pas immédiatement. Elle plia soigneusement son tricot, un léger froncement de sourcils sur son visage pourtant calme. « J'ai plutôt pensé, » murmura-t-elle à personne en particulier, que Madame Forsyth ne survivrait pas à l'été. Personne ne l'entendit. Ils étaient trop occupés à entourer le corps, à émettre des halètements et des théories mal formulées, comme des éventails de papier flottant sous la panique. Miss Marple les observait, remarquant la rougeur des joues de Clarissa, le serrement de la mâchoire de Sir Geoffrey, le léger vacillement de M. Lionel Roach, l'avocat, qui jusqu'à ce moment-là avait amusé 3 veuves avec des histoires de son récent voyage à Biarritz. Elle a également remarqué ce que personne d'autre ne semblait remarquer, le deuxième gant manquant, et le fait que la tasse de thé à côté de Madame Forsyth était entièrement intacte. Plus d'un habitant de Little Ditring a déclaré que rien de vraiment intéressant ne s'était produit dans le village depuis que la seconde épouse du vicaire s'était enfuie avec l'organiste de l'église au printemps 1937. Depuis lors, il s'était contenté de scandales plus bénins. Des romances dans les haies, du beurre au marché noir et la curieuse affaire du chat de Madame Peabody qui avait soudainement disparu, lequel, comme Miss Marple l'avait discrètement observé à l'époque, n'avait pas tant disparu qu'il avait trouvé un logement supérieur 2 cottages plus loin. Mais un meurtre car que pouvait bien être la mort de Madame Isobel Forsyth, avec ses lèvres pâles et l'étrange immobilité de son corps. Eh bien, c'était quelque chose d'entièrement différent. Le lendemain matin, le village était en effervescence. Au Maple Tea Rooms, Madame Ellison a failli brûler un ecclésiastique en visite en lui versant du thé chaud tout en chuchotant des détails par-dessus son épaule à Madame Bletchley, qui avait bien sûr elle appris par sa nièce, dont le fiancé travaillait comme jardinier auxiliaire de Sir Geoffrey, que le corps était froid à l'arrivée du médecin, glacé comme un fer.
À St. Mildred, l'étude biblique du mardi s'était transformée en un symposium sur les poisons, suscité par l'insistance dramatique de Madame Dodd selon laquelle vous ne prenez pas cette teinte à moins que quelque chose ne se produise. Horriblesse ferait un chemin à travers vos entrailles. Elle leur a rappelé qu'elle avait lu plusieurs livres sur le sujet, la plupart publiés en feuilleton le journal de la femme. Et au bureau de poste, Mademoiselle Emmeline Price, qui n'avait pas quitté son courrier derrière le comptoir depuis 1919, confia solennellement à M. Thomas Albright, qui venait uniquement pour les timbres et pour être vu, qu'elle avait je n'ai jamais aimé le regard de Madame Forsyth. Trop poudré, trop convenable. Ce sont ceux qui gardent des secrets, déclara-t-elle d'un ton sombre, léchant un timbre avec la fermeté d'un juge prononçant sa sentence. Même les enfants, d'habitude plus préoccupés par les marrons et les tartelettes à la confiture, chuchotaient des histoires de gâteaux empoisonnés et d'empreintes digitales mystérieuses. L'une d'elles, Lily Carter, 6 ans, affirmait avoir vu une ombre se déplacer derrière la glycine juste avant le cri. Mais Lily prétendait aussi qu'une licorne vivait derrière le presbytère, et sa déclaration fut donc, à juste titre, écartée. Miss Marple, quant à elle, parlait très peu. Elle était restée à la garden party plus longtemps que la plupart, assise près des anneaux de croquet, observant avec douceur les émotions des invités. La police était arrivée, une flopée d'uniformes et une politesse officieuse, et les déclarations furent recueillies avec le soin et la confusion propre à toute tragédie anglaise impliquant et prestige. Le vieux docteur Ransom, médecin du village, était arrivé essoufflé et le visage rouge, déclarant la mort soudaine et profondément pénible, et suggérant vaguement qu'elle pouvait être d'origine cardiaque. Mais même lui avait semblé mal à l'aise lorsque Miss Marple avait demandé à voix basse si Madame Forsyth présentait des signes de convulsion ou de vomissement. Elle avait l'air, admis à contre-cœur, triste toujours, trop immobile, comme si elle s'était simplement arrêtée. Le lendemain, l'inspecteur Cray arriva du comté, maigre et le regard fatigué, plus habitué au vol de bétail qu'aux morts de salon. Il n'était ni totalement méchant ni inintelligent, mais Miss Marple remarqua le léger rétrécissement de son regard lorsqu'elle fut présentée. C'était le genre d'homme qui pensait qu'il valait mieux laisser les femmes d'un certain âge tricoter, à moins qu'un gâteau ne doive être jugé. Mais dans Little Ditring, impossible d'échapper à l'attraction gravitationnelle de la présence de Miss Marple. Elle semblait observer sans observer. Elle ne posait aucune question, et pourtant on lui disait tout point aimé de dire des choses à Miss Marple, comme si elle confessait une conscience inoffensive. À Le Lièvre et la Lanterne, le pub local, M. Lionel Roach, qui avait maintenant 3 jeans et les lèvres plutôt pâles, a insisté sur le fait que tout cela était une malheureuse coïncidence. J'étais assis avec elle, dit-il en s'essuyant le front. Nous discutions, disons, d'affaires, de choses privées. Rien de grave, évidemment, puisque la pauvre femme est partie. C'est horrible. Chokent. Il chercha de la sympathie autour de lui et n'en trouva pas beaucoup. Mais vous dites qu'elle n'avait pas l'air bien? Demanda le révérend Pembroke, toujours à l'affût de défauts moraux. Pas tendu, peut-être. Agité. Mais Isobel était toujours un brin dramatique. Elle aimait créer une atmosphère. Et avez-vous remarqué quelque chose d'étrange dans sa boisson, dans son comportement? Monsieur Roach cligna des yeux. Elle n'a pas bu. Elle a dit que le thé était trop chaud et l'a mis de côté. C'est tout. Ce n'est pas tout, murmura Miss Marple, presque pour elle-même. Mais le révérend Pembroke lui jeta un coup d'œil, un sourcil levé. Vous avez remarqué quelque chose, Miss Marple? Oh non, dit-elle d'un ton léger. Sauf que quand on met les choses de côté, c'est généralement pour 2 raisons. Soit on essaie de faire valoir un point, soit on soupçonne que quelque chose cloche. Je me demande laquelle était la réponse dans le cas de Madame Forsyth. Personne ne répondit. Monsieur Roach se tamponna à nouveau la tempe. Ailleurs, l'image commençait à prendre des nuances. Clarissa Vann, la nièce de Sir Geoffrey, n'avait pas quitté sa chambre depuis l'incident, si ce n'est pour assister, figée, à un interrogatoire avec l'inspecteur Cray. Sir Geoffrey lui-même, fier et stoïque, avait proposé d'utiliser le manoir pour un interrogatoire plus approfondi et s'était déclaré complètement abasourdi. C'était une amie de la famille, dit-il à l'inspecteur. Une cliente de longue date. Elle avait des relations. Mais lorsque Miss Marple demanda gentiment si Madame Forsyth était attendue ce jour-là, Sir Geoffrey s'était arrêté un peu trop longtemps avant de répondre. Non, dit-il. Elle n'était pas attendue. Non. Mais Isobel allait et venait à sa guise.
Cela aussi avait une certaine saveur. De retour dans son salon de Saint-Mary-Mead, Miss Marple s'accorda un instant de réflexion. Elle ne connaissait pas bien Madame Forsyth, si ce n'est qu'elle avait joué dans Little Ditring un an plus tôt, qu'elle avait loué une chambre au Greystone Arms et qu'elle s'était rapidement installée dans la vie du village avec l'habileté d'un chat choisissant le rebord de fenêtre le plus chaud. Elle était, de l'avis général, élégante, charmante et intimidante. Une veuve, bien sûr. On murmurait toujours, des rumeurs circulaient sur son époque londonienne, ses liaisons discrètes et ses goûts de luxe. Mais aucune n'avait de véritable scandale auquel se raccrocher. Elle était polie, adroite en société et savait mener les conversations avec juste ce qu'il fallait de chaleur pour paraître amicale et de mordant pour rester inaccessible. Elle avait des secrets, murmura Miss Marple à voix haute, en regardant par la fenêtre. Ses mains, toujours croisées sur son tricot. Un coup à la porte interrompit ses pensées. C'était la jeune Molly Hargreave, la servante du vicaire, qui faisait des petits boulots dans le village et était toujours prête à rendre service. « Je vous demande pardon, Miss Marple, dit-elle, les joues roses à cause de la promenade. Mais Madame Pembroke a dit que vous voudriez cela. » Elle lui tendit une serviette pliée. À l'intérieur se trouvait un gant en cuir de chevreau blanc, délicatement brodé d'un motif de fleurs bleu pâle. Seulement un. Miss Marple l'examina attentivement, puis replia la serviette. « Merci, Molly. C'était très utile. » Molly hésita. « C'est vrai, alors, madame, que quelqu'un l'a tué, que ce n'était pas un accident. » Miss Marple sourit doucement. Dans ce monde, Molly, le hasard est rare. Mais la vérité, comme une belle broderie, réside souvent dans les petits points. L'inspecteur Cray, bien que n'étant pas un homme naturellement méfiant, avait appris que les apparences pouvaient être trompeuses, même dans des endroits comme Little Ditring, où les haies étaient taillées avec une précision militaire et les secrets enfouis plus profondément que des racines de navets. Pourtant, alors qu'il était assis à son bureau dans la salle du matin de Greystone Hall, lisant des déclarations écrites dans une écriture en spirale et réticente, il n'a trouvé que peu de preuves et encore moins de clarté. Madame Forsyth était tout simplement morte. Sauf que les gens ne sont pas simplement morts au milieu d'une garden party bien fréquentée, sans maladie, sans traumatisme et sans cause claire. Le médecin local avait fait ce qu'il avait pu. Insuffisance cardiaque, avait dit en somme, avec un manque flagrant de conviction. Mais à mon avis, c'est plus que ça. Quelque chose de subtil. Du poison, peut-être. De la digitaline, mais pas de résidus, pas d'odeur. L'inspecteur Cray soupira et alluma une cigarette. Il y avait trop de monde. Trop de variables. Pas de mobile clair. Et pire encore, pas de scène de crime au sens traditionnel du terme. Un bon sous la glycine. Une tasse de thé intacte. Une assiette avec un triangle de sandwich bien net. Un gant. C'était le gant qui le dérangeait. Les gens ne laissent pas tomber leurs gants sans raison, marmonna-t-il en fixant la note sur son bloc-notes. Un gant blanc a été retrouvé à côté du corps. L'autre a disparu. Il repoussa le bloc-notes et se leva, s'engageant dans le couloir, où seul le tic-tac de l'horloge de parquet résonnait. Il devait reparler à Mademoiselle Clarissa Vine. Elle avait été la première à découvrir le corps, ou du moins, la première à le crier. Clarissa avait toujours fait l'effet d'une nerveuse à ceux qui la connaissaient, le genre de fille qui utilisait le mélodrame comme un parfum, porté trop souvent et avec trop d'intensité. Il la trouva dans le salon bleu, assise raide sur un canapé en brocart, les mains nouées sur ses genoux. Elle avait l'air pâle et épuisée, même s'il y avait maintenant quelque chose de caché derrière ses yeux, quelque chose de répété. « Vous n'avez aucun ennui, Mademoiselle Vine, commença-t-il doucement. Mais j'aimerais revoir votre déclaration. Juste quelques détails. » Clarissa hocha la tête, les lèvres serrées. Sa voix, lorsqu'elle parvint à ses fins, était faible, mais soigneusement mesurée. « J'étais allé chercher mon châle, dit-elle. Il commençait à faire froid. Je l'avais laissé près de la roseraie, où j'étais assise avec la secrétaire de mon cousin Geoffrey, Mademoiselle Tran. »« C'est Mademoiselle Lucie Tran ?» demanda Cray en tournant une page. « Oui, on parlait de la tombola. Je me suis levé, je suis passé devant la tonnelle de glycine et j'ai bien vu. Je l'ai vue. Était-elle seule quand tu l'as trouvée ?» Clarissa hésita. « Oui, toute seule. J'ai d'abord cru qu'elle dormait. Mais ensuite, oh, c'était affreux. Sa peau, si pâle. Et ses gants qui pendaient comme s'ils venaient de lui glisser. Avez-vous vu quelqu'un à proximité? Quelqu'un au comportement inhabituel, venant de cette direction?
Elle secoua la tête. Non, non, je ne crois pas. Tout le monde était sur la pelouse. Je suppose que quelqu'un pourrait je l'ai fait, mais je ne l'ai pas remarqué. Aviez-vous parlé à Madame Forsyth plus tôt dans la journée? Encore une légère hésitation. Bref, elle est arrivée en retard. Je ne savais même pas qu'elle serait là. On n'était pas vraiment proches. Cray haussa un sourcil. Mais tu la connaissais bien? On a discuté ensemble, dit Clarissa rapidement. Elle était formidable. Le genre de femme qui semblait toujours savoir quelque chose qu'on ignorait. Un peu étouffante, en fait. Cray griffonna quelque chose. Avait-elle des ennemis, Mademoiselle Van? Je ne pense pas. Elle ne l'a pas fait point avoir des amis, exactement. Elle était admirée, certes, mais je n'appellerais pas ça de l'affection. Surtout pas de la part de Mademoiselle Trent. Mademoiselle Trent? Clarissa leva les yeux, surprise par son audace. Oh, je suis sûr que ce n'était rien, mais j'ai entendu un jour un échange assez houleux entre elles. Une histoire de papier. Madame Forsyth avait l'habitude de taquiner les gens. Cray pencha en avant. Quel genre de papier? Je ne saurais le dire. C'était vague. Mais Lucie avait l'air bouleversée après coup. Après quelques civilités et promesses de rester disponible, Clarissa fut excusée. Cray resta un instant pensif sur le seuil du salon. Puis, presque involontairement, il regarda vers le fond du couloir, où une silhouette était assise près de la cheminée, apparemment absorbée par son tricot. « Mademoiselle Marple, dit-il en s'approchant, vous avez été remarquablement silencieuse à ce sujet. » Elle leva ses yeux bleus doux. « Eh bien, inspecteur, je trouve que l'observation silencieuse porte plus de fruits qu'on ne le pense. Tant de gens disent des choses alors qu'ils pensent ne pas être écoutés. Et qu'as-tu entendu? » Miss Marple plia sa laine. Cette pauvre Madame Forsyth n'était pas aussi appréciée qu'elle le paraissait. Sa présence à la fête était inattendue. Et son gant manquant est une véritable curiosité. Tu as entendu parler de ça aussi? Oh oui. Et autre chose, elle n'a pas bu son thé. Cray plissa les yeux. Tu penses que c'est important? Je pense, dit doucement Miss Marple, qu'une femme comme Isabelle Forsyth ne resterait pas les bras croisés avec une tasse intacte, à moins de faire une remarque ou d'avoir peur de quelque chose. Je pense aussi que les gens cachent des vérités dans des commentaires insignifiants et inconsidérés. Saviez-vous que Miss Van, qui prétend n'avoir pas beaucoup parlé à Madame Forsyth, savait précisément où elle était assise avant l'incident? Cray cligna des yeux. C'est vrai. Elle a dit qu'elle ne l'attendait pas à la fête. En effet. Et pourtant, elle a mentionné une conversation qu'elle n'était pas censée entendre. Intéressante. Non? Cray expira. Tu crois qu'elle l'a tué? Miss Marple sourit doucement. Je pense que Clarissa a peur. Mais pas forcément coupable. Les gens effrayés se comportent souvent comme des coupables, même s'ils ne le sont pas. Je m'intéresse davantage à Miss Trent. Le secrétaire de Sir Geoffrey? Tout à fait. Une jeune femme très efficace. Elle tient des dossiers méticuleux, paraît-il. Madame Forsyth avait des liens avec la succession d'Enfort, peut-être en affaires, peut-être pas, mais je soupçonne que c'était officiel. Peut-être quelque chose de légal. Vous avez mentionné qu'aucun testament ni lettre n'ont été retrouvés sur elle? Cray hocha la tête. Rien. Même pas un sac à main. Juste le gant et une broche. L'expression de Miss Marple s'assombrit un bref instant. Pas de sac à main, dites-vous. C'est peu probable. Madame Forsyth n'allait jamais nulle part sans son sac à main. Même pas à l'église. Cray ouvrit la bouche, marqua une pause, puis la referma. Point était étrange. Alors où est-il? Demanda-t-il à voix haute. Je pense plutôt, dit Miss Marple en se levant lentement de sa chaise, que quelqu'un l'a pris. Et je pense aussi que quelqu'un d'autre fera tout son possible pour qu'on ne le retrouve jamais. Elle s'arrêta, ajustant son cardigan. Je crois qu'il est temps que je rende visite au Greystone Arms. Le Greystone Arms avait autrefois été une auberge, et bien que les diligences aient disparu depuis longtemps, ses poutres robustes et ses larges cheminées conservaient une certaine solidité. Miss Marple avait toujours admiré ces lieux, non pour leur grandeur, mais pour leurs souvenirs. Les pubs se souviennent de ce que l'on préfère oublier. À Little Ditring, les ragots voyageaient plus vite que la lumière, et les murs, même ceux en chêne vieilli, avaient des oreilles. Cet après-midi-là, l'auberge était plus calme que d'habitude. Les habitués s'étaient retirés au fond du bar, sirotant leur bière dans une contemplation feutrée. Monsieur Albert Henshaw, l'aubergiste, se tenait derrière le comptoir, polissant les verres avec une serviette qui semblait avoir poli plus d'histoire que de surface.
Lorsque Miss Marple entra, il lui fit un signe de tête poli, bien que ses yeux s'attardèrent avec curiosité. « Bonjour, Miss Marple. Je suppose que vous êtes venue au sujet de madame. Puis-je le voir ?» Albert hésita, puis hocha la tête. Il revint un instant plus tard avec un sac à main noir et simple. Miss Marple en examina le contenu avec une précision clinique. Tout y était ordinaire. À tort. Diriez-vous que madame Forsyth était organisée, Albert? Excellent. Toujours à l'heure pour payer son loyer. Sa chambre était impeccable. Elle laissait un mot à la femme de ménage chaque matin. Miss Marple referma le sac. Puis quelqu'un a enlevé ce qu'il contenait. Deliberate. Il hocha la tête. Et tu ne sais pas si quelqu'un est entré dans sa chambre après qu'elle soit partie à la fête? Albert Frank less sourcils. La bonne, Martha, a dit que le lit était déjà fait et que sa porte était fermée à clé. C'était son habitude. Mais elle n'a pas dit grand-chose d'autre. Cette fille est nerveuse comme un poulain ces jours-ci. Miss Marple esquisse un léger sourire. C'est compréhensible. Puis-je lui parler? Albert hésita. Elle est absente jusqu'à demain, mais je vais la faire venir. Merci. Cela me sera utile. En prenant congé, Miss Marple passa devant le panneau d'affichage dans le hall d'entrée. Punaisez là, parmi les publicités pour des œufs de ferme et des cours de piano, se trouvait une petite fiche écrite en lettres fluides. Saisie confidentielle, préparation de documents, assistance à la correspondance, discrétion assurée. Renseignez-vous à l'intérieur. LT. Miss Marple sourit légèrement. LT. Lucy Trent. De retour à Greystone Hall, l'inspecteur Cray menait ses propres investigations, quoique avec moins de subtilité. Son attention s'était portée sur Mademoiselle Trent, la secrétaire discrète et efficace de Sir Geoffrey Danforth, assise en face de lui dans le bureau. Lucy Trent avait la trentaine, les cheveux noirs, une tenue simple, un chemisier modeste et une expression qui n'invitait ni à l'intimité ni à la pitié. Elle avait le sang-froid d'une femme habituée à être sous-estimée, et elle en tirait profit. Mademoiselle Trent, commença Cray. J'ai cru comprendre que vous travailliez pour Sir Geoffrey depuis 3 ans. 3 ans et 4 mois, a-t-elle corrigé. Et connaissiez-vous bien madame Forsyth? Elle marqua une pause. Socialement? À peine. Mais je la croisais souvent. Elle s'occupait des affaires du domaine de Danforth, à la demande de Sir Geoffrey, je crois. À quel titre? Les lèvres de Lucie se pincèrent. On ne m'a jamais dit la nature exacte de leur arrangement. Mais elle avait accès à certains documents et me demandait parfois de récupérer d'anciens dossiers. Transfert de propriété, acte de propriété, ce genre de choses. A-t-elle déjà semblé agitée? Nerveuse? Mademoiselle Trent haussa légèrement les épaules. C'était une femme difficile. Perspicace. On avait toujours l'impression qu'elle en savait plus qu'elle ne le disait. Un jour, elle s'est mise en colère parce que je n'avais pas retrouvé une lettre plus ancienne concernant l'une des petites propriétés de Sir Geoffrey. Elle a dit que cela prouvait quelque chose, mais n'a pas voulu préciser lequel. Diriez-vous que vous ne l'aimiez pas? Les yeux de Lucie vacillèrent un instant. Je la trouvais troublante. Cray hocha lentement la tête. Tu l'as vu parler à quelqu'un à la fête? Non. Je suis resté la plupart du temps seul. Je n'y suis pas resté longtemps. Juste le temps d'être poli. Alors tu n'as pas remarqué que sa tasse de thé était restée intacte? Un autre scintillement, cette fois plus net. Non. Il ferma son carnet. Merci, mademoiselle Trent. Ce sera tout pour le moment. Alors que Lucie se levait et quittait la pièce, Cray regarda par la fenêtre, troublé. À l'orée du jardin, Miss Marple flânait parmi les digitales. Elle s'arrêtait de temps à autre pour admirer les fleurs, saluer les rouges-gorges qui passaient ou suivre du doigt ganté un pétale tombé. Mais ce n'étaient pas les fleurs qu'elle admirait. Elle réfléchissait. Lucie Trent-Hill y avait un mobile. Peut-être pas pour un meurtre au sens traditionnel du terme, mais un mobile néanmoins. Si madame Forsyth détenait quelque chose sur elle ou sur Sir Geoffrey, quelque chose de documentable et de préjudiciable, cela pourrait expliquer l'urgence de retirer le sac à main et les lettres qu'il contenait. Et puis encore, Clarissa Vanel avait montré des signes de nervosité allant au-delà du simple chagrin. Si elle avait eu une liaison personnelle avec madame Forsyth, une dépendance financière ou un secret indésirable, la panique aurait-elle pu la pousser à agir? Mais il y avait un autre nom dont Miss Marple ne pouvait se débarrasser. Lionel Roach, point le notaire. Il avait été assis avec madame Forsyth avant sa mort, avait admis avoir eu des conversations privées et semblait visiblement ébranlé. Pourtant, il n'avait donné aucun détail sur leurs affaires. Trop vague. Beaucoup trop vague.
Alors que Miss Marple atteignait la tonnelle où le décès avait eu lieu, elle s'agenouilla silencieusement près du banc et examina les lattes de palissandre. Quelque chose brillait entre deux planches. Elle prit son mouchoir et le glissa délicatement entre les fentes. C'était une broche fine et courbée, légèrement courbée, avec des traces d'émail bleu près de la pointe. Elle le retourna à la lumière. La couleur était inimitable, bleu comme les fleurs brodées sur le gant manquant. Miss Marple tenait la petite broche recourbée entre ses doigts gantés, la faisant tourner délicatement sous la lumière tamisée du soleil qui filtrait à travers la glycine au-dessus de sa tête. À première vue, elle n'avait rien de remarquable, juste un éclat d'émail et de métal. Mais elle racontait une histoire à des yeux exercés, à l'observation silencieuse. La trace bleu pâle, presque grisâtre, était identique à la broderie qu'elle avait vue sur le gant unique découvert par Clarissa Van. Un léger motif floral, des myosotis, peut-être finement brodé et d'un style désuet. Ce n'était pas le genre d'accessoire facile à remplacer ou à se procurer. Non, le gant avait été personnel, peut-être fait sur mesure. Et voilà que la broche assortie, ou ce qu'il en restait, avait refait surface à l'endroit même où Madame Forsyth était morte. Mais si le gant avait déjà attiré l'attention de Miss Marple, la présence de cette épingle confirmait quelque chose de bien plus dangereux. Madame Forsyth n'avait pas seulement porté le gant, ce jour-là, avait été important. Peut-être comme symbole, peut-être comme menace. Elle glissa soigneusement l'épingle dans son sac à main et se leva, effleurant quelques pétales de sa jupe. De l'autre côté du jardin, elle entendit des voix, Sir Geoffrey, parlant avec l'inspecteur Cray. Des voix tendues et saccadées, comme celles d'un homme essayant de rester digne sous une pression qu'il n'apprécie pas. Miss Marple marchait lentement dans cette direction, longeant le terrain de croquet baigné de soleil, où régnait le silence. Au bord du chemin de gravier, elle trouva Lucy Tran, immobile sous un if, observant la maison. Son expression était indéchiffrable. « Quelle belle journée !» dit doucement Miss Marple. « Mademoiselle Trent se retourna. »« Oui, incroyablement belle. » Miss Marple inclina la tête. « Vous connaissez Sir Geoffrey depuis longtemps ?» Lucy hésita. 3 ans, presque 4. Il a été très gentil avec moi. Et Madame Forsyth, a-t-elle partagé cette gentillesse? Il y eut un silence. Je crois qu'elle respectait Sir Geoffrey. À sa manière. Miss Marple sourit doucement. Le respect, je trouve, est souvent plus dangereux que l'affection. Il est moins indulgent. Les yeux de Lucy se plissèrent légèrement. Tu penses qu'elle était dangereuse? Je pense, dit Miss Marple, que certaines personnes aiguisent les mots comme des couteaux. Madame Forsyth m'a semblé être une femme qui aimait rappeler aux autres des choses qu'ils préféreraient oublier. Lucy émit un petit rire involontaire. C'est tout à fait vrai. Le regard de Miss Marple n'y vacilla pas. Elle vous rappelait quelque chose, Miss Tran? La mâchoire de Lucy trembla légèrement, et soudain, elle disparut. Plus rien n'a d'importance maintenant. Oh, mais ce sont précisément ces choses qui comptent, dit doucement Miss Marple. Ces petites choses en apparence. Une lettre, peut-être, ou un document. Quelque chose qui aurait pu manquer dans un sac à main. Lucy tressaillit à peine, mais c'était suffisant. Je crains de devoir vous quitter maintenant, ma chère, dit doucement Miss Marple. Je viens de me rappeler que j'ai rendez-vous avec une jeune femme de chambre très nerveuse. Elle s'éloigna avant que Lucy puisse répondre. Martha Bell, la femme de chambre du Greystone Arms, avait les yeux écarquillés et les mains agitées de quelqu'un qui voulait se rendre utile mais craignait les conséquences. Miss Marple la trouva assise, maladroitement, au bord d'une chaise dans la cuisine du presbytère, où on l'avait envoyée chercher du thé et du réconfort. « Je n'ai rien touché, dit-elle aussitôt. Monsieur Henshaw m'a dit de ne pas le faire, et je ne l'ai pas fait. J'ai juste vu que c'était fermé à clé et j'ai nettoyé le couloir comme d'habitude. » Miss Marple sourit gentiment. « Vous avez bien fait, ma chère. Je ne suis pas là pour vous blâmer. Je veux juste vous demander, quand Madame Forsyth est partie à la fête, a-t-elle dit quelque chose d'inhabituel? » Martha se mordit la lèvre. Eh bien, elle était sur son 31. Elle portait ses beaux gants blancs et cette broche fantaisie. Pas la grande qu'elle portait à l'église, la petite, bleue, comme des petites fleurs. Des myosotis, demanda Miss Marple. Oui, c'est eux. Et elle avait son sac à main, comme toujours. Et est-elle revenue avant l'arrivée de la police? Non, madame, pas à ma connaissance. Mais Miss Marple se pencha en avant. Oui, Martha jeta un coup d'œil vers la porte.
Quelqu'un d'autre est arrivé. Il est monté discrètement par l'escalier de service, tout doucement. J'étais dans la buanderie et je les ai entendus. Je suis monté dans sa chambre et j'y suis resté quelques minutes. Puis je suis parti. J'ai jeté un coup d'œil depuis le palier. C'était Monsieur Roach. L'expression de Miss Marple n'y changeait pas. L'avocat? Oui, madame. Il ne m'a pas vu. Je ne savais pas si je devais dire quelque chose. Tu as très bien fait de le dire maintenant. Miss Marple se leva et tapota doucement l'épaule de la jeune fille. Merci, Martha. Une dernière question. Quand Madame Forsyth a-t-elle commencé à porter ses gants? Martha fronça les sourcils. Oh, tout récemment. Quelques semaines, peut-être. Elle a dit qu'elle leur avait fait faire quelque chose de spécial, de sentimental. Miss Marple sourit faiblement. C'est toujours un signe avant-coureur. Quand les gens commencent à devenir sentimentaux à l'âge mûr, soit ils révisent le pasteur, soit ils préparent la fin. Ce soir-là, l'inspecteur Cray retrouva Miss Marple dans son cottage de Saint-Marie-Mead. Son visage était tiré, son manteau couvert de poussière, sous le poids de trop de pas et du manque de réponse. « Je n'ai rien, » dit-il en soupirant. « Pas de mobile, pas de témoin, pas de preuve. Juste une femme morte à la réputation complexe et un document manquant dont on ne peut même pas prouver l'existence. » Miss Marple lui versa une tasse de thé et plaça un petit plat de sablé à côté. « Tu en as plus que tu ne le penses, » dit-elle. « Est-ce que je le fais ?» Elle fouilla dans son sac à main et en sortit l'épingle tordue. « J'ai trouvé ça sous le banc. Correspond au gant que Clarissa a trouvé. Ça vient de la broche de Madame Forsyth, probablement cassée lors d'une bagarre. Ou enlevée volontairement. » Cray se pencha en avant. Alors quelqu'un a pris la broche. Pourquoi? Parce qu'il était assorti au gant. Un ensemble distinctif. Peut-être que quelqu'un espérait masquer le lien. Cray se frotta les tempes. On ne sait toujours pas ce qu'elle en faisait. Miss Marple croisa les mains. Considérons Madame Forsyth non pas comme une victime, mais comme une comédienne. Elle arrive à la fête avec des gants brodés de myosotis et une broche assortie. Elle ne boit pas son thé. Elle parle peu. Puis elle meurt. Doucement. Comme si elle s'y attendait. Tu penses qu'elle savait qu'elle allait mourir? Je pense, dit Miss Marple, qu'elle avait quelque chose d'important à révéler. Peut-être un testament. Une confession. Mais elle a choisi de le révéler par des symboles plutôt que par des mots. Cray fronça les sourcils. Un testament? La voix de Miss Marple baissa. Imaginez, par exemple, qu'elle est en sa possession un testament révisé, ou une lettre compromettante, quelque chose qui menacerait une personne présente. Et ils l'ont enlevé. Elle s'est proféré une menace, mais trop subtilement. La broche, les gants, le thé intact étaient autant de symboles. Quelqu'un a compris, ou deviné, ce qu'elle voulait dire. Et a agi avant que la vérité éclate. Cray se leva et fit les 100 pas. Alors le tueur doit avoir quelque chose à perdre. Quelqu'un lié au domaine d'Enfort, ou au contenu de ce document disparu. Miss Marple se rôdessa. En effet, et nous devons nous demander, qui a le plus profité du silence de Madame Forsyth? Qui a paniqué à l'idée qu'elle parle? Cray fixa la cheminée, puis se retourna brusquement. Caffard. C'est possible, dit Miss Marple. Il avait accès à des documents juridiques, et Martha l'a vu s'introduire dans sa chambre. Mais n'oublions pas Miss Tran, qui préparait toute la correspondance de Sir Geoffrey et rédigeait tous les testaments. Et Clarissa, qui semble bien trop tendue pour une simple spectatrice. Cray expira. J'ai besoin de quelque chose de concret. Miss Marple sourit doucement. Alors, peut-être devriez-vous trouver le reste du gant. Cray cligna des yeux. Tu crois qu'il est encore là? Oh oui, dit Miss Marple, les yeux brillants. Et s'il a été jeté, c'était à la hâte. La personne qui l'a retiré a trouvé le gant trop dangereux pour être vu, mais pas assez pour le garder. Elle se tenait debout, lissant son cardigan. Et je crois que je sais exactement où chercher. Miss Marple n'aimait pas fouiller, pas au sens physique du terme. Il était, à ses yeux, tout à fait inconvenant pour une dame d'un certain âge de fouiner dans les buissons ou sous les pierres comme un blaireau curieux. Cependant, dans le cas d'un meurtrier empoisonnement très astucieux, pour être plus précis, des exceptions ont dû être faites. Le vieux tas de compost derrière le cimetière n'était pas un endroit auquel la plupart des villageois prêtaient attention. Niché derrière le mur ouest, là où les poules du curé picoraient parfois les vers, il servait de dernier lieu de dépôt aux feuilles de rosier taillées, aux sachets de thé et à tout ce qui nécessitait une élimination discrète. C'est précisément pour cette raison que Miss Marple a amené l'inspecteur Cray là-bas. Ce n'était pas loin,
dit-elle, debout près d'un buisson de lilas, chaussé de ses grosses chaussures de marche. Celui qui avait retiré le gant aurait dû agir vite avant l'arrivée de la police, avant que le corps ne soit déplacé. S'il ne pouvait pas l'emporter, il le jetterait dans un endroit proche et discret. Cray hausa un sorsel. Tu crois que quelqu'un a traversé la rue en courant pour son tas de compost avec un indice de meurtre en main? Je pense que quelqu'un était désespéré. Et le désespoir mène à des décisions stupides. L'agent qui les assistait, le jeune Davis, grimaça, mais commença à fouiller sous la direction attentive de Miss Marple. Cela ne prit pas longtemps. Sous une couche de feuilles humides, coincée entre un sachet de graines vides et la tige d'un dahlia fané, se trouvait le gant. Le gant brodé manquant. Délicat, légèrement taché et légèrement déchiré au poignet, comme arraché à la hâte. Cray ouvrit le sac de preuves tandis que Davis l'Y déposait avec une pince à épiler. « Eh bien, dit Cray en plissant les yeux, ce n'est pas rien. »« Non, acquiesça Miss Marple, mais c'est quelque chose que quelqu'un a essayé très fort de faire disparaître. » Cray examina la broderie. Encore des myosotis. Ce n'est pas que de la décoration. Ça a une signification. Le regard de Miss Marple était lointain. Un souvenir. Une menace. Un rappel. Quelque chose que Madame Forsyth voulait voir. Et que quelqu'un d'autre voulait invisible. Cray soupira. Tu as dit que c'était un testament, n'est-ce pas? Oui, dit Miss Marple, mais pas écrite. C'est pourquoi personne ne peut la trouver. Madame Forsyth, je crois, savait que son heure viendrait. Et elle décida que son dernier mot ne serait pas lu, mais vu. Ce soir-là, Cray convoqua 3 personnes pour des entretiens. Clarissa Vann, Lucy Tran et Lionel Rhodes. Il les mena un par un, à Greystone Hall, tandis que Miss Marple, assise tranquillement près de la fenêtre avec son tricot, écoutait. Clarissa arriva à la première. Elle était troublée, vêtue d'une jupe en laine qui semblait fraîchement repassée et d'un chemisier auquel il manquait un bouton au poignet. « Je ne sais pas pourquoi je suis encore là, » dit-elle. « Je t'ai tout dit. » Cray était ferme. « Mademoiselle Vann, nous avons de nouvelles informations. Pourriez-vous me redire où vous étiez juste avant de découvrir le corps? » Clarissa S.E. rated. « J'allais chercher mon châle. Laissé près de la bordure de rose, n'est-ce pas? » « Oui. »« Et à qui parlais-tu juste avant ça? » ?»« Personne, dit-elle rapidement. »« Enfin, Mademoiselle Tran, je suppose. On s'était déjà parlé. » Miss Marple leva les yeux de son tricot. « Vous n'étiez pas du tout avec Madame Forsyth ce jour-là? » La voix de Clarissa s'édurcit. « Non. Curieux, murmura Miss Marple. Parce que je crois me souvenir que vous avez admiré le modèle de gants qu'elle portait. Vous l'avez même remarqué, je crois, à la fête du printemps. » Clarissa Pallet. « Peut-être. C'était assez frappant. Et pourtant, dit doucement Miss Marple, vous ne l'avez pas mentionné dans votre déclaration. Pas une seule fois. J'ai oublié, dit Clarissa faiblement. Cray se pencha en avant. Mademoiselle Vann, saviez-vous que Madame Forsyth avait un document quelconque sur elle? Une lettre, peut-être, ou un testament? Clarissa ouvrit la bouche, puis la referma. La voix de Miss Marple était douce mais implacable. Savait-elle quelque chose sur toi, ma chère? Quelque chose que tu ne pouvais pas te permettre de révéler aux autres? Les mains de Clarissa se tordaient sur ses genoux. Elle menaçait moi. Cray cligna des yeux. Comment? Elle a dit qu'elle dirait quelque chose à Geoffrey. À propos d'un voyage que j'ai fait l'été dernier. À Londres. Elle a insinué que j'avais retiré de l'argent du compte de la maison. Juste un peu. Je censais pour le rendre. Mais elle était toujours en train de regarder. Cray se rassit. Et tu l'as tuée pour la faire taire? Clarissa parut horrifiée. Non. Je l'ai évité ce jour-là, oui. Mais je ne l'ai pas empoisonnée. J'avais peur d'elle, je n'étais pas meurtrière. Miss Marple pencha la tête. La peur peut conduire à de mauvais choix. C'est comme cacher un gant. Clarissa Pallet. Mais elle ne dit rien de plus. Lucy Tran entra dans le bureau avec la dignité d'une personne déjà jugée. Ses mains étaient fermes. Sa voix était posée. Mademoiselle Tran, dit Cray, nous avons retrouvé un objet manquant qui pourrait être lié à la mort de Madame Forsyth. Un gant. Lucy n'a pas réagi. Cray poursuivit. Nous comprenons également que Madame Forsyth tentait de vous forcer la main sur quelque chose. Un document? Lucy soutint calmement son regard. Elle prétendait avoir trouvé un projet de testament. Un testament qui désignait quelqu'un d'autre comme héritier principal de Sir Geoffrey. Et une telle volonté a-t-elle existé? Je ne sais pas, dit-elle. Ce n'était pas dans les dossiers. Je ne l'ai jamais vu.
Mais elle revendiquait qu'il avait été mal classé. Qu'elle l'avait. Qu'elle le présenterait à la fête. Cray haussa les sourcils. Et ça ne t'a pas inquiété. La voix de Lucie resta posée. Pas avant sa mort. Miss Marple prit la parole. Et qui profiterait d'un changement de propriétaire des biens de Sir Geoffrey? Il y eut un silence. Puis Lucie dit, pas moi. Mais tu saurais qui s'est fait avantage. Encore une pause. Clarissa. Cray s'y pencha. Clarissa avait donc un mobile. Lucie le regarda, puis Miss Marple. Lionel Roach aussi. Lionel Roach est arrivé le dernier. L'avocat avait vieilli en quelques jours. Ses yeux étaient rouges et sa démarche était raide, trahissant sa nervosité. « Je ne vois pas ce que tu espères apprendre d'autre de moi, » dit-il d'une voix cassante. Cray ne perdit pas de temps. « Monsieur Roach, étiez-vous en possession d'un document légal appartenant à Madame Forsyth? Un testament? Une lettre? Non. Étiez-vous dans sa chambre le jour de sa mort? La voce de Roach s'épinca. Bereavement. Je suis allé récupérer un papier qu'elle avait emprunté il y a des semaines. Je ne voulais pas le dire, j'ai pensé que ça pourrait paraître suspect. Miss Marple pencha la tête. Quel genre de papier? Roach hésita. Un mémorandum de Sir Geoffrey concernant une réaffectation de terre. Les yeux de Miss Marple se rétrécirent. Une réaffectation de terre, répéta-t-elle. Pas un testament. Roach rougit. Non, c'est sans importance. La voix de Miss Marple a séduit. Alors pourquoi l'as-tu retiré de son sac à main après sa mort? Silence. Puis Roach s'effondra. Parce que je ne voulais pas de questions. Elle m'avait vaguement menacé de révéler ses erreurs passées. Elle aimait le jeu. J'ai paniqué. J'avais peur. Mais je ne l'ai pas tuée. Cray croisa les mains. C'est beaucoup de peur pour une femme qui n'était pas censée avoir de pouvoir. Miss Marple s'y livait. Parce qu'elle avait du pouvoir, inspecteur. Le genre de pouvoir qui ne vient pas de ce que l'on possède, mais de ce que l'on savoir. Elle se tourna vers la fenêtre. Et maintenant, nous devons nous demander, si Madame Forsyth n'a jamais montré le document, où est-il? Et qui savait qu'elle avait l'intention de le révéler? Cray fronça les sourcils. Il a disparu. Il a dû être détruit. Ou alors, dit Miss Marple, il n'était pas destiné à être lu. Juste usé. Elle toucha légèrement son propre gant. Et la pièce était silencieuse. 2 jours s'étaient écoulés depuis que Miss Marple et l'inspecteur Cray avaient découvert le deuxième gant brodé derrière le tas de compost du vicaire, et bien que le village de Little Ditring ait conservé sa façade de normalité, rideaux tremblants, petits pains cuits et roses fanés, il n'y avait aucun moyen de dissimuler la tension sous-jacente qui parcourait désormais ces ruelles. La mort de Madame Forsyth avait dépassé le stade des ragots. Elle était devenue, dans l'esprit des villageois, une histoire inachevée, trop impatiente de la clore et trop effrayée pour la poursuivre. La plupart attendaient simplement que Miss Marple ou la police éclaircisse l'affaire, réconfortés par la conviction, vague mais persistante, que de telles choses finissent toujours par se résoudre. Mais Miss Marple savait le contraire. Par une matinée lumineuse et trompeuse, elle se tenait dans le salon de Greystone Hall avec l'inspecteur Cray, les yeux rivés sur une table recouverte de damas, jonchée de photographies et de papiers. Aucun des documents n'était original. Ceux-ci, s'ils avaient existé, manquaient encore. Mais Lucie Tran, pressée de coopérer, avait fourni des notes des précédentes visites de Madame Forsyth, ainsi qu'une transcription dactylographiée d'une réunion de succession tenue 6 mois plus tôt. « Tiens, » dit Cray en tapotant le papier. Madame Forsyth a remis en question l'évaluation de Dunridge Field et a prétendu qu'elle avait été sous-estimée lors d'un précédent transfert. Ce terrain a ensuite été réaffecté à une fiducie. Une fiducie détenue par Clarissa Van, sous un nom que Mademoiselle Tran avait initialement omis de mentionner. Pratique, murmura Miss Marple. Exactement, répondit Cray. Et puis nous avons cette révision antérieure du testament de Sir Geoffrey par Roach, datée de mars. Une nouvelle version a été commencée, mais jamais finalisée. Forsyth l'avait vue, ou prétendait l'avoir vue. Il disait qu'elle mettait les choses au clair. Mais je ne l'ai jamais révélée. Pas directement. C'est bien là le cœur du problème, n'est-ce pas? Dit Cray. Elle n'a pas apporté le testament, s'il existait. Elle a apporté des gants. Miss Marple sourit faiblement. Madame Forsyth maîtrisait l'art de la sous-entendue, inspecteur. Certaines femmes d'un certain âge ne s'embarrassent plus de subtilité. Mais elle en a fait une arme. Elle prit la photo des gants. La couture de minuscules myosotis n'était pas seulement décorative. C'était un message. Un testament.
Une menace. Juste à ce moment-là, on frappa à la porte. Un valet de pied annonça. « Mademoiselle Lucie Tran veut vous voir, monsieur. » Cray hocha la tête et lui fit signe d'entrer. Lucie Tran entra dans la pièce avec son air habituel, même si quelque chose dans son regard avait changé, non plus méfiant, mais plus lasse. « J'ai quelque chose à avouer, » dit-elle sans qu'on le lui demande. Cray croisa les bras. « On vous écoute. » Lucie hésita un instant. Il y avait une lettre. Manuscrit. Pas vraiment un testament. Plutôt une déclaration. Madame Forsyth me l'a laissée il y a 2 semaines. Elle m'a dit de la garder scellée, sauf s'il lui arrivait quelque chose. Cray se pencha en avant. Et quand elle est morte, qu'en as-tu fait? La gorge de Louis Sacera. Je l'ai brûlée. Cray frappa la table de sa main. Te quoi? J'ai paniqué, dit-elle rapidement. Je l'avais lu la veille de la fête, la curiosité m'avait prise. Ce n'était pas juridiquement contraignant, mais il contenait des affirmations. Des affirmations accablantes. Sur Clarissa, sur Roach, même sur Sir Geoffrey. Quel genre de réclamation? Lucy de Glodit. Que Clarissa avait contrefait une signature sur un précédent acte de transfert. Que Roach était au courant. Que Sir Geoffrey l'avait ignoré pour garder le silence. Forsyth appelait ça le dernier filet de pourriture d'un arbre empoisonné. Miss Marple, bien que silencieuse, observait chaque clignement d'œil et chaque respiration de Lucie. Pourquoi ne pas le retourner? Demanda Cray. Parce que cela aurait détruit la maison. Sir Geoffrey est en mauvaise santé, et je lui dois beaucoup. Je pensais que les gants suffiraient. Forsyth disait que s'il lui arrivait quelque chose, les gants parleraient pour elle. Je ne comprenais pas à l'époque. Mais maintenant, elle s'est arrêtée. Où étiez-vous au moment de sa mort? Demanda Cray. Lucie leva les yeux, de nouveau calme. À l'intérieur, à la table des boissons. Plusieurs invités m'ont vu. Cray hocha la tête, insatisfaite mais incapable de protester. Son alibi était, pour l'instant, intact. Après le départ de Lucie, Miss Marple resta silencieuse pendant un moment. Puis, elle ne ment pas à propos de la lettre. Mais elle mentait quand elle l'a lue. Tu penses qu'elle l'a lu bien plus tôt? Oui, oui, répondit Miss Marple. Et je pense que ce n'est pas le seul exemplaire. Plus tard dans l'après-midi, Miss Marple prit le thé avec l'épouse du vicaire, Madame Pembroke, qui, dans la charmante tradition des épouses de pasteurs, en savait plus sur les péchés privés du village que quiconque, à l'exception de Dieu lui-même. Je me souviens très bien d'Isobel, dit Madame Pembroke. Perspicace comme un clou. Terriblement discrète, mais avec une langue bien pendue quand elle le voulait. Elle disait qu'elle brodait pour empêcher ses mains d'étrangler les gens. Miss Marple Ritt Dowsmet. A-t-elle déjà mentionné quelqu'un en particulier avec qui elle ne s'entendait pas? Oh, elle avait un dégoût évident pour Lionel Rhodes. Elle le trouvait fuyant. Elle a dit un jour, « Cet homme porte plainte sous divers. » A-t-elle déjà parlé de son passé? De sa famille? Madame Pembroke hocha la tête. Une sœur, Etrangera, décédée l'année dernière. Je crois que c'est à ce moment-là qu'elle a changé, qu'elle est devenue réfléchie. Miss Marple s'est rassie. Les gants. Ça c'était quoi? Rien, ma chère. Miss Marple Surratt. Je pense juste à la façon dont les gens commencent souvent à parler lorsqu'ils réalisent qu'il ne reste plus personne pour se souvenir. Alors que le crépuscule s'installait sur Little Ditring, un étrange sentiment de calme revint, bref, mais indéniable. Puis, tout à coup, il vola en éclats. L'inspecteur Cray a reçu un appel téléphonique du commissariat. Une effraction a eu lieu au bureau de Lionel Rhodes. Tire Wars Fields. Arm Wars Forces. Et un seul objet manquant, un registre des transferts de propriété entre 1946 et 1948. Roach était furieux quand Cray est arrivé. Rien d'autre n'a été touché, dit-il. Pas un seul talon de chèque manquant. Juste ça. Damn Oliver. Je suppose que tu penses que je l'ai volé moi-même? Cray ne répondit pas. Mais Miss Marple, arrivée quelques instants plus tard, se tenait silencieusement dans un coin. Elle examina la vitre brisée, puis les traces de pas boueuses près du rebord. Elle se tourna vers Rhodes. Madame Forsyth avait-elle accès à ce registre? Il s'est moqué. Tout le monde l'a fait. Ça n'a plus aucun sens maintenant, ses propriétés ont été réglées il y a des années. Ce n'est pas sans importance pour elle, dit doucement Miss Marple. Elle se tourna vers Cray. Quelqu'un essaie d'effacer le passé, dit-elle. Mais le problème avec le passé, c'est qu'il a des racines. Et les racines refont surface, pour peu qu'on sache où creuser. Cray passa une main dans ses cheveux.
Vous dites que nous n'enquêtons plus sur un meurtre. Nous enquêtons sur un couvrir. Miss Marple lui adressa un doux sourire. Mon cher inspecteur, dit-elle, le meurtre était la dissimulation. Le lendemain matin, petite indécise se réveilla sous un léger voile de brouillard, de ce genre qui brouillait les contours et rendait même les chemins familiers incertains. C'était le genre de temps qui incitait à marcher un peu plus lentement et à écouter plus attentivement, précisément les conditions que Miss Marple préférait lorsque la nature humaine exigeait d'être observée. Dans son cottage de Church Lane, Miss Marple était assise près de la cheminée, son tricot intact sur les genoux. Au lieu de cela, elle fixait en silence un morceau de papier plié qu'elle avait récupéré au dos de son bureau, couleur crème, non ligné et bordé d'un bleu pâle. Il était temps de mettre en mouvement sa dernière pièce. Elle convoqua l'inspecteur Cray en milieu de matinée. Il arriva avec une curiosité réticente, déjà las de la tension d'une affaire devenue plus psychologique que procédurale. « Qu'est-ce que c'est, Miss Marple » demanda-t-il en s'installant dans le fauteuil en face d'elle. « Encore du thé et des devinettes ?» Elle sourit faiblement. « Pas d'énigmes, inspecteur. Simplement des réflexions. Voyez-vous, nous ne cherchons plus des preuves. Nous cherchons des réactions. » Cray haussa un sourcil. « Réactions? Oui, répondit Miss Marple. Parce que le meurtrier se croit en sécurité maintenant. Il pense que le registre est détruit, la lettre brûlée et les gants sans valeur. Mais ce qu'il ignore, c'est que Madame Forsyth a laissé autre chose. Elle brandit la feuille de papier vierge. Cray franca les sourcils. C'est tout? C'est commencer l'usage qui compte. Vous prendrez ceci et enverrez 3 notes identiques. Une à Clarissa Vane, une à Lionel Roach et une à Lucy Tran. Le contenu sera simple. Un message dactylographié dans le style habituel de Madame Forsyth. La vérité sera révélée. Retrouve-moi là où fleurissent les myosotis. Pas de signature. Pas plus de détails. Cray parut sceptique. Et tu t'attends à ce qu'il fasse quoi? Qu'il s'évanouisse complètement? Les yeux de Miss Marple pétillèrent. Non. Je m'attends à entendre eux pour retourner à la tonnelle. Seul, au crépuscule. Pour s'assurer que rien de plus ne puisse être révélé. Cray expira, puis hocha lentement la tête. Tu veux un piège. Ce n'est pas un piège, inspecteur. Un test. À 17h ce soir-là, les messages avaient été remis poliment par les agents, sans fournir d'explication. Chaque destinataire avait accepté le message avec plus ou moins de confusion. Clarissa Vane était devenue pâle, serrant son châle plus fort autour de ses épaules. Lucy Tran avait lu le sien en silence, puis l'avait plié en deux avec précision sans rien dire. Lionel Roach avait ricané et marmonné quelque chose à propos des histoires de fantômes. Et puis, l'attente a commencé. Le parc de Greystone Hall était calme et doré dans la lumière tardive. La tonnelle de glycine projetait de longues ombres sur la pelouse, et les maillets de croquet étaient abandonnés, vestiges oubliés d'un après-midi plus innocent. Miss Marple se tenait aux côtés de l'inspecteur Cray, tous deux discrètement cachés derrière les arbustes qui encadraient le chemin menant à la tonnelle. L'agent Davis attendait de l'autre côté, caché près de la haie où le premier gant avait été découvert. Ils attendirent en silence. À cette heure précise, une silhouette apparut à l'extrémité du jardin. C'était Lucy Tran. Elle se déplaçait avec la prudence de quelqu'un qui ne veut pas être vu, avançant d'un pas léger sur le gravier et ne s'arrêtant qu'une seule fois pour jeter un coup d'œil derrière elle. Son visage était figé, non pas paniqué, mais résolu. Miss Marple la regarda attentivement. Lucy éteignit la tonnelle et resta immobile. Son regard parcourut le banc, les glycines, puis les rosiers. Elle sortit quelque chose de la poche de son manteau, un mouchoir, peut-être, ou une petite enveloppe. Elle se pencha, ouvrit la trappe étroite du siège du banc, un espace de rangement rarement utilisé pour les outils de jardinage, et rangea l'objet à l'intérieur. Les yeux de Miss Marple ne vacillèrent pas. Puis Lucy se retourna et commença à partir. Cray se vainqua. Cela fera l'affaire, mademoiselle Tran. Lucy se figea, sa posture se raidissant comme du verre sous la tension. Elle se retourna lentement, son visage ne trahissant aucune surprise, seulement une déception. « Je suppose que vous pensez que cela prouve quelque chose, dit-elle catégoriquement. « Cela prouve que vous saviez ce que signifiaient les gants, dit Miss Marple en apparaissant, et que vous saviez que Madame Forsyth avait laissé un message. Vous ne vouliez simplement pas que quelqu'un d'autre le découvre. » Cray récupéra l'objet sur le banc. C'était une feuille de papier pliée, cassante avec le temps et légèrement parfumée à la lavande.
Il l'ouvrit avec précaution. C'était une lettre. Pas de l'écriture de Madame Forsyth, mais plus ancienne, plus irrégulière. Datée de 15 ans plus tôt. Cray le lut en silence, son expression s'assombrissant. C'est une confession, dit-il enfin, signée par Sir Geoffrey Danforth. Il détaille la dissimulation d'une transaction immobilière frauduleuse. Le nom de l'acheteur est censuré, mais il est fait mention de faux titres fonciers et de l'assistance de mon notaire, LR. Il leva les yeux. C'est Lionel Rhodes. Lucie ne bougea pas. Où as-tu trouvé ça? Demanda Cray. La voix de Lucie était égale. Parmi les papiers de Madame Forsyth. Elle l'avait copié à la main il y a des années, mais n'a décidé de l'utiliser que récemment. Elle l'appelait son testament du gant brodé. Elle portait les gants et la broche pour envoyer un signal à ceux qui voulaient comprendre. Et tu ne l'as pas dit parce qu'elle m'a dit que c'était ma responsabilité de le protéger. Et parce que je n'avais pas confiance en ce que la police en ferait, ni en ce que Clarissa pourrait prétendre. N.I.N. Roach. Miss Marple la regarda avec douceur. Mais ce n'était pas à toi de contrôler ta vérité, ma chère. Lucie la regarda enfin. Non, dit-elle doucement. Mais je ne l'ai pas tué. Le regard de Miss Marple était fixe. Non, je ne crois pas. Mais vous avez contribué à dissimuler les conséquences. Car la culpabilité n'est pas toujours dans l'acte, elle peut être dans le silence qui suit. Plus tard dans la soirée, Cray et Miss Marple étaient assis sur la terrasse du manoir sous un ciel qui s'assombrissait. La lettre avait été mise en sécurité, les gants scellés comme preuve, et Lucie Tran avait été conduite au poste pour un interrogatoire officiel, mais pas pour une arrestation. Miss Marple remuait lentement son. Je ne crois pas que Lucie ait eu de mauvaises intentions, dit-elle doucement. Mais elle craignait le scandale plus que la vérité. Cray hocha la tête. Et si ce n'était pas ça, Clarissa? Miss Marple secoua la tête. Clarissa est vaniteuse, mesquine, et peut-être même capable de tromperie. Mais pas d'empoisonnement. Elle était trop terrifiée, trop imprévisible. Cafard, alors? Miss Marple sourit. Ah, Monsieur Roach. Un homme qui a passé sa vie à classer des mensonges. Mais sa culpabilité est professionnelle. Sa panique est une question d'instinct de survie. Et j'ose dire qu'il craignait Madame Forsyth, mais pas assez pour agir. Cray fronça les sourcils. Et alors? Mais Miss Marple n'écoutait plus. Ses yeux étaient fixés sur l'autre bout du jardin, où les roses fleurissaient maintenant dans la douce lumière du crépuscule. Elle se leva. Viens avec moi, dit-elle. Ils arrivèrent à nouveau à la tonnelle. Miss Marple s'agenouilla et tendit la main sous le banc, où un bout de papier était tombé, probablement délogé lors de la précédente visite de Lucie. Elle la lut et la remit à Cray. C'était un vers d'un poème, tapé sur le papier à en-tête de Madame Forsyth. Dis la vérité, même si ta voix tremble. Et si elle tremble, laisse le gant stabiliser ta main. Cray leva les yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? La voix de Miss Marple était basse. Ça veut dire qu'on s'est mal compris. Les gants n'étaient pas une menace, c'était un bouclier. Une marque de courage. Elle les portait pour se le rappeler, point passe-terre. Elle baissa les yeux vers les pétales éparpillés sur l'herbe. Et quelqu'un a fait en sorte qu'elle ne parle jamais. Cray la fixa du regard. On revient au début. Miss Marple secoua la tête. Non, inspecteur. Nous sommes à la limite de la vérité. Et maintenant, place à l'épreuve finale. Elle se tourna vers le manoir, le regard plus vif que jamais. Il est temps, dit-elle, de parler à Sir Geoffrey. Sir Geoffrey Danforth était assis dans le bureau de Greyston Hall, sous le portrait ancestral d'un amiral ayant combattu à Trafalgar. Son teint habituellement rougeau avait pris une teinte plus grise, et ses mains, toujours aussi fermes lorsqu'elles étaient jointes derrière son dos, reposaient maintenant à plat sur les accoudoirs de son fauteuil, tel un homme attendant son jugement. Miss Marple se tenait devant lui, l'air doux mais inflexible. L'inspecteur Cray s'attardait à proximité, silencieux, vigilant. Le bureau sentait légèrement la fumée de pipe et le cirage à la lavande. Une horloge résonnait sur la cheminée, régulière et solennelle, comme au rythme des comptes rendus silencieux qui s'y déroulaient. « Sir Geoffrey, dit Miss Marple, merci de nous recevoir. » Il hocha brièvement la tête. « Je pensais que cette visite était inévitable. Alors vous comprenez pourquoi nous sommes ici. J'imagine que vous voulez me poser des questions sur Isabelle Forsyth. »« Oui, dit doucement Miss Marple, mais plus important encore, à propos de la vérité qu'elle avait l'intention de révéler. » Les yeux de Sir Geoffrey se plissèrent. « Je ne peux rien dire sur sa mort. »« Non, acquiesce comme Miss Marple.
Mais vous pouvez dire quelque chose sur sa vie et ce qu'elle savait. Il se renversa dans son fauteuil, la mâchoire serrée. C'était une femme difficile. Toujours indiscrète, toujours plus intelligente qu'elle ne le laissait paraître. Elle devait l'être, dit Miss Marple. Ce n'est pas facile, après tout, d'être à la fois une invitée et une menace. Créa Savanka. Sœur Geoffrey, nous avons récupéré une lettre, manuscrite, de votre part. Elle fait référence à des actes fonciers falsifiés et implique une collusion avec votre notaire. Sœur Geoffrey émit un grognement sourd. J'ai supposé qu'il existait peut-être encore. Et vous n'avez jamais signalé sa disparition? Demanda Cray. Il secoua la tête. Que aurais-je dit? Que j'avais signé un transfert frauduleux pour éviter de perdre une partie de ma succession lors d'un conflit familial. Que j'avais demandé à Lionel Roach de régler les formalités administratives pour éviter les poursuites. C'était il y a des années. Ça ne servait à rien de ressasser ça. La voix de Miss Marple était douce. Mais cela servait les intérêts d'Isobel, n'est-ce pas? Elle n'avait pas de famille, pas d'héritage à laisser. Ce qu'elle a fait, c'était un souvenir. Et elle souhaitait qu'il soit reconnu. Les mains de sœur Geoffrey se crispèrent sur la chaise. Elle allait tout gâcher. Le nom de famille. L'avenir de Clarissa. Mon héritage. Miss Marple le regarda d'un air neutre. Alors, tu l'as arrêté. Le silence qui suivit n'était pas celui du choc ou du déni. C'était celui de quelqu'un qui calculait jusqu'où il était prêt à aller. Non, dit-il enfin. Je ne l'ai pas tuée. Mais tu savais qu'elle avait l'intention de parler, dit Cray. Sœur Geoffrey hocha la tête. Je m'en doutais, dit-il. Elle n'était jamais subtile. Elle portait ses gants comme un signal. Je lui ai dit qu'elle était stupide. Qu'il valait mieux laisser le passé enfoui. Miss Marple soupira doucement. Mais vous deviez savoir que quelqu'un d'autre pourrait ne pas être aussi patient. Ses yeux se tournèrent vers la fenêtre. Je savais qu'elle s'était fait des ennemis. Qu'elle aimait insister sur les bleus. Je ne savais pas à ce point et ne pouvais pas, je savais que quelqu'un irait aussi loin. Cray resta silencieux, mais son scepticisme était clair. Miss Marple s'approcha. Sœur Geoffrey, dit-elle, dites-moi qui, à part vous, savez ce qu'il y avait dans cette lettre? Il y eut une pause. Puis, une seule autre personne. Mon cousin, Francis. Le père de Clarissa. Alors comment Madame Forsyth en est-elle arrivée à le posséder? Je le lui ai donné. Cray se redressa. Tu as donné, ça lui appartient. Oui, répondit Sir Geoffrey. Il y a des années. Quand elle était mon conseillère successorale à Londres, j'avais trop bu. Je lui ai parlé du vieux scandale. Je lui ai montré la lettre. Elle ne me l'a jamais rendue. Miss Marple hocha la tête. Et que voulait-elle en retour? Elle ne voulait pas d'argent. Elle voulait qu'on se souvienne d'elle. Qu'on la prenne au sérieux. Je pense qu'elle avait l'intention de révéler la vérité si jamais elle se sentait ignorée. Elle a choisi les gants et la broche comme symbole, murmura Miss Marple. Des myosotis. Une promesse de ne pas oublier et de ne pas être oubliée. Créa Savanka. Sœur Geoffrey, connaissez-vous quelqu'un d'autre, Clarissa, Roach, Mademoiselle Tran, qui avait à la fois un mobile et l'occasion de la faire taire? Le visage de Sœur Geoffrey se crispa. N'importe lequel d'entre eux aurait pu le faire. Mais ce n'était pas moi. Miss Marple soudain son regard. Tu dis la vérité. Tu ne l'as pas tué. Mais quelqu'un de très proche l'a fait. Umbattement passa. Alors Sœur Geoffrey expira brusquement, un son à mi-chemin entre la tristesse et l'épuisement. Clarissa, dit-il. La voix de Miss Marple était calme. Oui, mais pas par cupidité. Pas vraiment. Ce soir-là, Clarissa Van fut invitée à prendre le thé au cottage de Miss Marple. Elle arriva visiblement réticente, les lèvres plus soigneusement peintes que d'habitude, son parfum plus lourd que nécessaire. J'imagine que ce n'est pas une visite de courtoisie, dit-elle d'un ton léger, en prenant le siège offert près de la fenêtre. Pas tout à fait, répondit Miss Marple en versant le thé avec précision. Même si je trouve que la vérité passe toujours mieux avec un peu de sablé. Clarissa accepta la coupe mais ne but pas. Tu as dit un jour que tu admirais ses gants, dit Miss Marple. Les yeux de Clarissa se détournèrent. Ils étaient magnifiques, à l'ancienne, comme sortis d'un conte de fées. Ou un avertissement, dit doucement Miss Marple. Clarissa ne dit rien. Miss Marple poursuivit. Vous saviez que Madame Forsyth avait l'intention de révéler quelque chose. Quelque chose qui pourrait ternir le nom de la famille, jeter le doute sur votre héritage, et peut-être plus effrayant encore, révéler au monde ce qu'elle pensait vraiment de vous. L'amaquoire de Clarissa S.E. Sarah. Elle était cruelle. Oui, acquiesce comme Miss Marple. Cruelle,
théâtral et intelligent. Mais pas mal. Les doigts de Clarissa tremblaient légèrement. Elle disait que je ne méritais pas le nom de Danforth, que je n'étais qu'un ornement emprunté, que je n'avais aucun droit sur quoi que ce soit parce que j'étais adopté. Miss Marple hocha la tête. Alors vous l'avez confrontée. La voix de Clarissa se réduisit à un murmure. Elle s'est moquée de moi. Elle a dit que les gants étaient son éloge funèbre brodé. Elle a dit que si elle mourait, les gants parleraient plus fort qu'elle ne le pourrait jamais. Et donc, dit doucement Miss Marple, vous avez fait en sorte qu'elle ne parle pas du tout. La tasse de thé de Clarissa tremblait dans sa main. Je n'avais rien prévu, dit-elle. J'ai juste agi. J'ai vu l'opportunité. Elle ne regardait pas. La fiole était dans mon tonique Baga que j'avais pris dans la trousse du médecin quelques semaines plus tôt. Elle pensait que c'était du sucre pour son thé. Miss Marple ne dit rien. Clarissa leva les yeux, écarquillés et brillants. Je ne voulais pas la tuer. Juste l'arrêter. La rendre malade. La retarder. Mais elle était fragile, plus que je ne le pensais. Miss Marple hocha tristement la tête. C'est souvent comme ça. La plupart des meurtres ne naissent pas de la haine, mais de la peur, et d'une décision unique et irréversible. Clarissa posa soigneusement la tasse. Allez-vous le dire à l'inspecteur? Il le sait déjà, dit doucement Miss Marple. Je lui ai demandé de me laisser vous parler d'abord. Clarissa prit une inspiration. Miss Marple lui toucha doucement la main. Parce que même si tu dois faire face à la justice, j'ai pensé que tu devrais l'entendre de la bouche de quelqu'un qui comprend. Nous aspirons tous à ce qu'on se souvienne de nous, Clarissa, mais nous ne devons jamais l'exiger par le mal. Le lendemain de la confession silencieuse de Clarissa Vane, Little Ditring s'éveilla sous un ciel d'un gris solennel, comme si le village lui-même avait tiré un rideau sur le drame qui avait si récemment perturbé son rythme poli et pastoral. Le vent faisait vibrer les haies, et les cloches de Saint-Mildred sonnaient dans la verdure, non pas pour un mariage ou une fête cette fois, mais pour des funérailles. Chez Madame Isobel Forsyth. La cérémonie fut modeste. Miss Marple, en l'absence de famille connue, avait pris la relève en tant qu'organisatrice informelle. Le geste semblait modeste, mais il avait du poids. Elle avait fait en sorte que Madame Forsyth soit enterrée juste au-delà du mur sud du cimetière, près de la roseraie, où les myosotis fleurissaient, défiant l'automne qui approchait. Les villageois, malgré leur ragot, étaient présents en nombre. Ils n'étaient pas venus par affection, mais par ce mélange typiquement anglais de curiosité, de respectabilité et d'aveu tacite que cette femme les avait tous surpassés, à sa manière. Clarissa Vane, sous escorte policière et toujours non inculpée en attendant les dépositions officielles et les analyses juridiques, n'était pas présente. Sir Geoffrey avait insisté pour qu'elle soit privée de sa présence jusqu'à l'enquête officielle. Mademoiselle Marple n'avait pas objecté. Il n'y avait aucune vindicte dans son attitude, seulement une gravité tranquille. La vérité avait été dite, le châtiment suivrait. Et pourtant, l'ambiance du village n'était ni joyeuse, ni même sombre. Elle était plutôt méditative. Après la cérémonie, Miss Marple s'attarda près de la tombe bien après le départ des hôtes. Le vicaire avait murmuré sa bénédiction finale, le sol s'était tassé et la pierre allait bientôt être sculptée. Mais Miss Marple se tenait là, les mains gantées soigneusement croisées sur le manche de son parapluie, la tête penchée. L'inspecteur Crace s'approcha discrètement. Pour une fois, il paraissait moins fatigué, mais non moins pensif. « Je ne sais jamais vraiment quoi dire aux enterrements, » murmura-t-il. « Moi non plus, » répondit Miss Marple, « mais je trouve que le silence est généralement plus efficace que les mots. » Il hocha légèrement la tête. Clarissa sera probablement accusée d'homicide involontaire. La couronne ne plaidera pas pour un meurtre complet. C'était, comme vous l'avez dit, un moment de peur. Tragique, tout de même. Oui. Ils restèrent quelques instants silencieux, complices. Puis Crace se tourna vers elle. Elle voulait qu'on se souvienne d'elle, n'est-ce pas, Madame Forsyth? Miss Marple esquissa un léger sourire. Oh oui, elle savait que son temps était compté. Pas de famille, pas d'héritier, et un esprit aiguisé par la solitude. Il ne lui restait que la vérité. Et les gants étaient son testament. Il secoua la tête avec un demi-sourire. Et dire que je pensais que les gants n'étaient qu'une question de mode. Les gens négligencent souvent les choses importantes, car elles sont enfouies dans l'ordinaire, a déclaré Miss Marple. C'est pourquoi tant de meurtriers sont libres. Jusqu'à ce que quelqu'un s'en aperçoive. Il la regarda avec une sorte d'admiration. On remarque toujours. J'observe,
corrigea-t-elle doucement. C'est tout. L'observation est une habitude, inspecteur. Surtout dans des endroits comme Little Dittering, où l'on confond si souvent routine et vertu. Au cours des semaines suivantes, le village s'est peu à peu réinstallé. Lucy Tran se vit discrètement offrir un poste discret à Londres par l'une des relations de Sir Geoffrey, sans doute pour atténuer le scandale et lui donner une chance de disparaître avec grâce. Elle accepta sans protester, emportant ses papiers et sa fierté, et partit par le premier train du lundi avec rien d'autre qu'une valise pratique et un manteau de laine repassé. Lionel Roach, dont le nom avait été retrouvé griffonné dans plusieurs dossiers immobiliers douteux, a pris sa retraite 2 semaines plus tôt que prévu et s'est installé dans le Devon. « L'air me fera du bien », a-t-il déclaré à qui voulait l'entendre, sans que personne ne lui demande de détails. Sir Geoffrey resta à Greyston Hall, plus maigre et plus pâle. Il recevait rarement. Plus de garden party, plus de croquets. Il passait ses après-midi à lire dans la véranda, contemplant les glycines d'un air qui ne correspondait jamais vraiment au présent. Clarissa, suivie par un avocat discret et un conseiller en relations publiques londonien, finit par faire une déclaration exprimant ses remords. Le procès fut bref et se déroula à huis clos. Le verdict fut clément, comme prévu. Elle fut condamnée à une courte peine d'internement surveillé dans un établissement de santé à la campagne. Les journaux, accaparés par des scandales plus importants, rapportèrent l'incident en 3 paragraphes seulement. Et quant à Miss Marple, elle est retournée dans son jardin. Les chrysanthèmes avaient poussé comme des champignons en son absence, et les rouges-gorges avaient de nouveau fait leur nid dans son arrosoir. Sa nièce de Bath lui avait apporté de la laine, et le vicaire lui avait demandé si elle pouvait participer au jury du concours de confiture d'automne. Tout, comme on dit, était rentré dans l'ordre. Mais pas tout à fait. Un matin, plusieurs semaines plus tard, elle reçut une lettre. L'enveloppe était épaisse, en bon papier, et portait un cachet de la poste londonienne. À l'intérieur se trouvait un simple mot, non signé. Je comprends maintenant ce qu'elle voulait dire. Les gants étaient son souvenir. Merci de ne pas l'avoir oublié. Miss Marple rangea la lettre dans son tiroir et n'en dit rien à personne. Par un après-midi humide d'octobre, Miss Marple se rendit de nouveau au cimetière, cette fois sans but précis. Elle appréciait le calme et la compagnie des gens. La tombe de Madame Forsyth était modeste. Une pierre grise, fraîchement sculptée, avec un petit parterre de myosotis en fleurs, défiant la saison. Miss Marple s'agenouilla et s'en occupa doucement, retirant quelques pétales séchés et ajustant le sol autour des racines. En se levant, elle remarqua quelque chose caché derrière la pierre tombale. Une petite enveloppe, de couleur crème, sans cachet. Elle l'a ouvert. À l'intérieur se trouvait un morceau de tissu déchiré. Du cuir de chevreau blanc, avec une broderie bleue sur le bord. Le coin d'un gant, juste un coin. Aucune note. Aucun nom. Miss Marple le regarda fixement, puis sourit doucement. Elle n'aurait su dire qui l'avait laissé. Peut-être Lucy Tran, en train de faire la paix. Peut-être Clarissa, en pénitence. Ou peut-être simplement quelqu'un qui avait enfin compris ce que signifiait laisser derrière lui non pas une fortune, mais un message. Elle glissa le tissu dans son sac à main et se retourna pour partir. En passant le portail, elle murmura « La justice est rarement parfaite, mais elle est parfois bienveillante. » Et puis elle est retournée à son tricot.